La Roumanie. Que savons-nous de ce pays? En réalité, bien peu de choses. Pourtant, nous avons fait la connaissance d'une culture imprégnée de traditions et d'histoires surprenantes. Nous avions en tête des images de châteaux hantés et de vampires. Nous étions loin de la vérité. Ici, nombreuses sont les traditions orales qui font allusion à d'anciennes civilisations. Nombreuses sont les découvertes archéologiques qu'on tente de dissimuler. Pour mieux comprendre les mythes de ce pays, nous irons sur ces terres reculées, à la rencontre de chercheurs et de spécialistes parfois contestés. Certains ont dédié leur vie entière à mettre en lumière des découvertes et à en rétablir les vérités trop longtemps occultées. Nous vous dévoilerons d'anciens sanctuaires, des trésors mystérieux, des objets archéologiques hors du commun, qui pourraient remettre en question toute notre histoire. Y aurait-il eu des civilisations aux connaissances très avancées? Se pourrait-il que des géants aient cohabité avec les hommes? Nos recherches vous mèneront sur des lieux insolites, là où se croisent les mythes et la réalité. Quelque part, à 1200 mètres d'altitude, un sanctuaire atteste de la présence d'une ancienne civilisation, les Daces. Durant les conquêtes de Rome, ce peuple des Carpates s'y retrancha pour y livrer sa dernière bataille. Ce que nous y avons découvert bouscule les vérités établies. Zărmiș Sighetușa, surnommé le Stonehenge roumain, est classé sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Ce sanctuaire, dont il ne reste que des ruines, fut autrefois la capitale des Daces, un des peuples originels de la Roumanie. Cette forteresse militaire abritait 5 terrasses qui s'étendaient sur plus de 30 000 m². Elle comptait des habitations, des étables et des entrepôts desservis par des systèmes complexes d'adduction d'eau. Les temples de la cité n'ont pas survécu aux guerres. Seuls quelques fragments d'andésite témoignent de leur présence. Les fouilles archéologiques attestent du haut standard de vie dont jouissaient les habitants. Ici, les constructions bénéficiaient d'installations modernes, bien avant que les Romains n'interfèrent avec la culture dace. Mais Zărmiș Sighetușa était bien plus qu'une simple cité. Les Daces auraient tiré leur savoir d'un prêtre influent, Desénéu. Initié en Égypte au même titre que Thalès, Pythagore et Platon, certains lui attribuent la construction de cette cité durant le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Zărmiș Sighetușa aurait aussi joué le rôle d'observatoire astronomique. On dit que ces prêtres maîtrisaient la cosmologie et avaient établi le positionnement des planètes. Leur science des astres régissait les décisions relatives aux guerres à mener, aux terres à cultiver et aux voyages à entreprendre. Deceneu fiind un inițiat care a călătorit și în Egipt, unde a primit inițieri de la preoții care cunoșteau tainele piramidelor, Deceneu spunând că el i-a învățat pe daci, acum 2100 de ani, științele fizicii, medicina, astronomia, astrologia și alte lucruri. Este semnificativ că aici, la Zărmiș Sighetușa, găsim prezența proporției de aur, a numărului de aur în mai toate construcțiile, o înțelegere a universului. Le plus vaste sanctuaire de la citadelle mesure 30 mètres de diamètre et se compose de 3 cercles concentriques. Ce temple astronomique assurait aussi le rôle de calendrier. Réputé pour être un des plus précis de toute l'Antiquité, avec une marge d'erreur d'1 heure, 15 minutes et 3 secondes par an. Juste à côté, la dalle circulaire d'andésite composée de 10 rayons était un cadran solaire qui permettait aux Daces de prédire les solstices et les équinoxes. Les historiens en savent très peu sur les Daces et leur attribuent un niveau de connaissance très limité. Beaucoup affirment qu'ils ne possédaient pas d'écriture. Cette affirmation fait polémique et divise les chercheurs. Selon certains,
il est impossible qu'une civilisation dite primitive puisse disposer d'un tel savoir des astres et des sciences. Pourtant, une découverte très controversée atteste qu'il n'était pas aussi archaïque que le dit l'histoire. Découverte en 1875, sous le règne du roi Carole Ier, les tablettes de Sinaïa suggèrent que les Daces possédaient bien l'écriture. 500 de ces tablettes auraient été trouvées à la fin du XIXe siècle, durant la construction du château Pélèche. À l'origine façonnées en or, elles exposent 3 écritures différentes. L'une d'elles serait une forme de grec ancien, et les 2 autres seraient inconnues. Pour s'approprier l'or, le roi Carole en aurait fait des copies en plomb avant de fondre les originales. Cette forme de grec ancien a permis de traduire quelques mots sur certaines tablettes. Du coup, on pense qu'elle mettrait en lumière les chroniques de Décébal, qui était un roi dace, et elle mentionna aussi la cité de Zarmizegetusa. En plus, certains signes qu'on y trouve présentent des similarités avec le style arabique, et les historiens et archéologues évoquent également des personnages aux allures de rois perses et arméniens. Mais rapidement, leur authenticité est contestée par les historiens. Pour eux, il est inconcevable qu'elles rassemblent 3 écritures différentes. De plus, si nous n'avons pas retrouvé d'écritures similaires, c'est qu'elles ont tout simplement été inventées. Pourtant, elles ne sont pas les seules à mettre en lumière 3 types d'écritures différentes. Et on en a la preuve avec la pierre de Rosette, qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. Et certains chercheurs affirment que si elles avaient été authentiques, elles n'auraient pas été fondues, car elles auraient été trop importantes pour l'histoire. Le roi Carole, qui était déjà immensément riche, n'aurait pas eu besoin de l'or des tablettes. Le verdict est sans appel. Elles ne peuvent pas être authentiques. Pour les historiens, il s'agit d'une plaisanterie. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ces dernières années, la disparition soudaine d'un grand nombre d'entre elles relance la polémique sur leur véritable nature. Un cercetător român, Dan Romalo, a reușit să aibă acces la Institutul de Arheologie și să fotografieze 200 de astfel de tablițe. Ei bine, în urmă cu câțiva ani, când am fost la Institutul de Arheologie din București, am mai găsit 34. Sute de astfel de tablițe au dispărut fără urmă, fără ca cineva să poată să fie tras la răspundere, pentru că ele, nefiind înregistrate, practic putem considera că pentru instituțiile statului nici nu existau. În primul rând, este o argumentație logică. Cineva care dorea să creeze o confuzie istorică nu avea nevoie să facă sute de astfel de plăcuțe, ci era suficient să facă 5 și crea confuzia istorică dacă asta își propusese. La disparition des tablettes serait-elle liée au message qu'elles contenaient et à ces mystérieuses inscriptions? Ou alors parce qu'elles avanceraient que les Daces n'étaient finalement pas si primitifs? Mais qui était-il vraiment? Le peuple dace fait beaucoup parler de lui en Roumanie. D'après les historiens, c'est comme s'ils étaient sortis de nulle part. Pour comprendre leurs origines, il nous faut remonter à une époque où le territoire des Thraces s'étend de l'est de l'Allemagne actuelle au sud de la mer Caspienne. On en sait peu sur cette civilisation, si ce n'est qu'elle se divise en une centaine de tribus, dont la plus importante est celle des Daces dans l'actuelle Roumanie, nommée aussi les Gètes par les Grecs. Les premiers à nous conter les exploits des Thraces sont les Grecs. Les textes de philosophes comme Hérodote et Platon ne tarissent pas d'éloges à leur égard. Excellents cavaliers à la combativité remarquable, leur tempérament est un atout de poids pour les Grecs durant le siège de Troie. On les retrouve aussi aux côtés d'Alexandre le Grand durant ses campagnes de conquête. Loin des clichés réducteurs, le savoir-faire des Thraces dans le travail de l'or et de l'argent montre un raffinement artistique indéniable et évoque une civilisation accomplie. Atunci când vorbim despre traci, care în multe rânduri au fost prezentate în mod oficial ca o populație barbară, primitivă, descoperim de fapt o cultură excepțională care în anumite momente a influențat cultura greacă în mod major. Practic, atunci când vorbim despre Orfeu, Dionisos, Apollo, Artemis și alte divinități sau tradiții grecești, trebuie să subliniem că acestea au fost împrumutate de greci de la populațiile tracice. On raconte que dans la mythologie thrace, Zeus est appelé Gebelesis. Artémis se dissimule sous les traits de Bendis.
Sabazius devient Dionysos, tout comme Apollon à l'origine Orphée, dieu mythologique des arts divinatoires. Chacun des dieux grecs et romains trouve ainsi son origine dans les divinités thraces. Les Grecs se seraient inspirés de ce peuple tant dans leur mode de vie que dans leur philosophie. Spune foarte clar, făcând trimitere la geți, unul dintre neamurile tracice călătorește la geți nu ca să le dai legi, ci ca să tragi învățăminte de la ei. La geți, câmpurile sunt nesfârșite, toate pământurile sunt comune și dintre toate popoarele sunt cei mai înțelepți, ne spune Homer. Am încheiat citatul. Mais cette civilisation aux ressources inestimables va susciter la convoitise de Rome qui croule sous les dettes. Au terme de nombreuses guerres, Rome parvient à déstabiliser la nation thrace et à conquérir une partie de son territoire. La dernière tribu à résister à l'envahisseur est retranchée dans les Carpates, en Dacie. Coriace et inébranlable, son emblème est le loup, symbole d'intelligence, de liberté et d'insoumission. Associé au serpent, il forme le dragon Dace qui fera sa renommée. Bien qu'ils soient minoritaires face aux Romains, les Daces ne font aucun compromis. Ils ne jurent que par Zalmoxis, un prêtre divinisé, qui les persuade que mourir sur le champ de bataille mène à l'immortalité. Une conviction redoutable qui ébranle les soldats romains. C'est à Zarmizegetusa qu'ils livrent leur dernière bataille. La citadelle, ultime rempart à l'invasion romaine, abrite Décébal, le dernier roi et général Dace. Malgré la combativité de son armée, il cède face à la puissance de l'empereur romain Trajan et préfère se donner la mort pour accéder au paradis de Zalmoxis. Les Daces ont fini par perdre face à Rome, mais de tous les peuples d'Europe, c'est quand même un des rares à avoir résisté aussi férocement à l'envahisseur. Et c'est pas un hasard si leur symbole c'est le loup. Ça illustre vraiment cet esprit de révolte. Et alors, en parlant de révolte, l'anecdote intéressante, c'est que lorsqu'on sait que leur royaume s'étendait jusqu'en Phrygie, qui est donc une partie de la Turquie d'aujourd'hui, on peut faire le rapprochement avec les bonnets pourpres qu'ils portaient, appelés donc les bonnets phrygiens que portaient les révolutionnaires français en 1789, mais aussi repris dans d'autres révolutions partout dans le monde. C'est un symbole qui est vraiment fort, et c'est vrai que beaucoup d'entre nous en ignorent véritablement les origines. Bien qu'il soit victorieux, l'empereur Trajan honore les Daces en leur faisant ériger à Rome d'imposantes statues. Elles expriment la force et la fierté, un signe de reconnaissance surprenant de la part de l'empereur romain. Si on va plus loin, le détail le plus explicite de cette reconnaissance pourrait être le symbole fort de la louve qui allait être Rémus et Romulus. La louve mère, le symbole de la patrie Dace, et les deux bébés symbolisant Rome. Mais quand on voit que la légende poétique d'un loup qui allait 2 enfants est acceptée et officiellement reconnue, on doit se poser la question de ce qui est le plus logique et le plus rationnel, à savoir l'image d'un loup qui nourrit et élève 2 enfants, ou bien la version symbolique qui tend à démontrer que la culture Dace aurait pu nourrir, sous-entendu influencer, l'Empire romain. Les dimensions exceptionnelles des statues attirent notre attention. Bien plus grandes que celles érigées à la mémoire des guerriers romains, elles atteignent 3 mètres de hauteur. Naturellement, l'explication la plus logique est que l'empereur Trajan ait admiré la bravoure de cette nation. Mais une seconde théorie vient hanter l'esprit des plus enthousiastes. Serait-il concevable que certaines de ces statues aient été sculptées à l'échelle de leur modèle? Cette idée insensée nous traverse l'esprit. Et pourtant, nous ne sommes pas les seuls à le penser. Des découvertes nous éclairent sur la taille qu'auraient pu avoir certains guerriers Daces. À Bucarest, le Musée national d'histoire abrite un trésor exceptionnel. Des orfèvreries finement sculptées confirment la maîtrise des matériaux que possédait cette nation. Certains bijoux proviennent de Zarmizegetusa,
qui presque 2000 ans plus tard, renferme des trésors qui n'ont toujours pas été excavés. Parmi les bijoux décoratifs, les broches et les colliers, on trouve d'étonnants bracelets. Leur diamètre varie entre 9 et 13 cm pour un poids oscillant entre 700 g à plus d'1 kg. Ils sont constitués de plusieurs bouts comprenant des têtes de serpents. Martelés à froid à partir de lingots d'or, ils démontrent une technicité complexe et très élaborée. L'archéologie roumaine prétend que ces bracelets étaient utilisés pour des rituels, ou bien réservés à une certaine élite d'As. Mais là, c'est leur taille qui nous interpelle. Si on part du principe que c'était des bracelets de poignets et non pas de bras, on constate qu'ils sont anormalement grands et qu'ils ne correspondent pas au diamètre de poignets d'êtres humains ordinaires. On pourrait penser qu'ils étaient portés au bras, mais même dans ce cas de figure, ils sont beaucoup trop longs. S'il s'avère en effet qu'ils étaient portés au bras, alors ceux qui les portaient devaient être très grands. On peut en déduire qu'ils devaient mesurer très facilement plus de 2 mètres de hauteur, si ce n'est plus. Selon les historiens, les bracelets étaient portés par les hauts gradés d'As. Et sans vouloir faire de jeu de mots, ces hauts gradés devaient être bien grands. Ici, un casque partiellement détruit d'un diamètre avoisinant les 30 cm. Presque 2 fois celui d'une tête ordinaire. Les spécialistes prétendent qu'ils étaient portés par-dessus d'autres casques. Que penser aussi de ce plastron cérémoniel qu'aucune épaule ordinaire ne pourrait porter et dont la largeur atteint presque les 80 cm. Juste en dessous, une bague d'un diamètre de presque 3 cm. Il en va de même avec cette couronne en or, d'une finesse inégalée et au diamètre lui aussi très grand. Elle aurait appartenu au roi Sotès III et proviendrait de son tombeau situé en Bulgarie. Étrangement, la dépouille de ce roi n'a quant à elle jamais été retrouvée. Des géants auraient-ils autrefois foulé ces terres? Un épisode de l'histoire romaine en territoire thrace mentionne l'existence d'un berger devenu ensuite empereur qui s'appelait Maximine Thrax et il avait une taille qui dépassait les 2,50 m de hauteur. En 190 après Jésus-Christ, dans l'actuelle Bulgarie, des soldats romains font une étrange rencontre. Face à eux se tient un berger thrace qui les domine de plusieurs têtes. Le colosse rejoint alors les garnisons de Rome, où il gravit les échelons pour devenir empereur en 235 de notre ère. Beaucoup pensent que cette description de Maximine est exagérée. Et à moins qu'un jour nous ne parvenions à retrouver son squelette, sa taille officielle demeure inconnue. Si cet empereur avait réellement cette taille, on pourrait envisager que d'autres soldats tout aussi grands, peut-être même plus encore, auraient pu eux aussi exister. Ça pourrait peut-être expliquer la taille hors norme de certains bijoux qui ont été retrouvés. Sur les tablettes de Sinaïa, une gravure pourrait le confirmer. Elles mettent en évidence une scène où des hommes font face à des géants. Sur leur bouclier, un symbole significatif nous indique qu'ils seraient originaires d'Hyperborée, un continent légendaire. Une ancienne carte de Gérard Mercator datant de 1595 localise la patrie originelle de ces Hyperboréens dans les régions reculées du pôle Nord. Selon d'anciens textes, ces terres n'étaient pas à cette époque recouvertes par les glaces. Les légendes, les chroniques anciennes disent que la première civilisation qui a existé s'appelle Hyperborée. Hyperborée était située au niveau des pôles. Et ce peuple hyperboréen, s'il a existé bien sûr au sens propre, est descendu donc vers le sud. Donc est descendu en plusieurs endroits. Il y a eu plusieurs branches. Une branche serait allée vers le Caucase. Donc la nouvelle capitale des Hyperboréens s'appelle Asgard et c'est situé dans le Caucase. Une autre serait partie vers le Tibet et une troisième serait allée dans des archipels situés au niveau du golfe du Mexique aujourd'hui qui donne naissance à l'Atlantide. Homère prétend également que la Nouvelle Borée était située en Thracie et que l'Hyperborée était située au nord de la Thracie, là où vivaient les Daces. Les légendes grecques affirment que les descendants de Borée, les Boréades, étaient des rois géants qui mesuraient plus de 4 mètres de hauteur. Maximine de Thrace n'aurait peut-être pas été le seul à avoir une taille exceptionnelle. Car, si on s'étant reculé, des hommes aux dimensions gigantesques ont existé, on comprend alors qu'ils aient fasciné les Romains, poussant ainsi l'empereur Trajane à ériger ces fameuses statues. L'histoire officielle ne mentionne pas de squelette aux dimensions élevées qui confirmerait cette hypothèse. Mais d'autres anecdotes attirent l'attention. Il n'est pas impossible que certaines découvertes archéologiques aient été volontairement passées sous silence. Pour en apprendre davantage, il va nous falloir sortir des sentiers battus, creuser, chercher d'autres indices et aller à contre-courant des idées reçues.
c'est au sud-ouest de Bucarest qu'une découverte passée inaperçue va ébranler nos convictions et notre compréhension de l'histoire. Le reste du corps, il est là. C'est un crâne humain, hein.